mise à mal. L'épisode à 45 degrés. Dans la pièce. Et dans nos verres. Dans nos cœurs. Surtout dans nos cœurs. Du coup, je te propose qu'on procède au premier shot. Oui. Tu me trinques pas, le bâtard. Donc pour la petite histoire, pourquoi est-ce qu'il y a des bruits de cornemuse, Florian ? C'est parce qu'aujourd'hui c'est un épisode que tous les deux avec toi Théo et qu'on s'est Donc on a ramené notre cornemuse. et donc du coup parce que quand on est ensemble on a joué de la cornemuse, ça nous amuse. Du coup on s'est dit que chaque épisode qu'on ferait tous les deux il y aurait un petit concept rigolo et aujourd'hui le truc c'est que on va boire des shots beaucoup donc ça brûle et qu'on s'est dit que plutôt que dire oh, on a bu un shot on allait mettre un petit bruit de cornemuse pour que vous sachiez où en est notre consommation et je vous propose un drinking game même si vous écoutez ça buvez en même temps que nous. Ah ouais, ce serait génial. Et faites ça au bureau surtout si vous le faites en travaillant, voilà. Donc pendant que tu nous sers, je propose de donner le thème de cette émission à deux, qui est un double thème. On s'est dit qu'on allait parler de nos pannes sexuelles, donc panne d'érection, hein, quand c'est tout mou, et, et de la baisse de libido. Quand c'est tout mou mais à l'intérieur de ton moral. Ouais, c'est beau. C'est... Ah bah, et si qu'on se mettrait pas un peu de cornemuse pour fêter ça ? Ok, à chaque fois, il faut que je déverrouille. Et qu'on vomisse. Non, j'ai pas de bassine, donc tu peux pas vomir chez moi. Non, mais on vomira sur les quais. Ah, ou depuis ma terrasse, c'est très drôle, on est au 7ème. Oui, ça peut être super marrant, ça. Bon. Ouais, mais alors, il fait très chaud, et franchement, ça joue grave sur mon état. Pour vous donner une idée, je crois qu'il fait 38 degrés, là. C'est vrai. J'ai voulu dire sérieux et c'est vrai en même temps. Et ça a donné ça. Théo, enlève le t-shirt. Il fait trop chaud. Allez. Ah, j'en peux plus. Si vous êtes sage, si vous signez pour le Patreon qui n'existe pas, on vous enverra des nudes. des dick pics en direct du podcast. Des daddy boobs, mais c'est ça qu'il faut faire. Des quoi ? Des daddy boobs. J'ai pas compris quelques syllabes. On fait J'en ai rajouté dans mon mot. On fait un appel à donation et ceux qui donnent le plus, on écrit leur nom sur notre téton et on prend une photo, on leur fait une daddy boob. Ouais. Je pense qu'on peut attacher cash. On peut attaquer attacher case. Ça se trouve le mot il est comme ça. On peut attacher case. On peut attacher case, on va à la défense. Ce que je te propose. Dis-moi. Là, on a combien ? On a 4 ou 5 shots. On prend le dernier et ensuite on lance le podcast et on fait croire qu'on est sobre. Salut Théo. Salut Flo. Ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va super, merci. Pourquoi on se retrouve aujourd'hui Théo ? Aujourd'hui, on enregistre notre premier hors-sujet. Alors, ouais. Qu'est-ce qu'un hors-sujet ? C'est quand on est juste toi et moi, tous les deux, autour d'une table. Il fait 35 degrés dans l'appart, c'est la canicule. On est tous les deux torse nu, c'est très sexy. Et le but, c'est juste d'être un peu plus détaché. Déjà que de base, on n'est pas très structuré. Le but, c'est de faire encore pire. J'aime beaucoup que ça soit assumé. Ok. Non, mais il faut l'assumer. Et voilà. Donc du coup, le sujet d'aujourd'hui, en fait, c'est un double sujet. Non, le sujet d'aujourd'hui... Mais une fois de plus, il y aura un sommaire dans cette émission. C'est vrai. Parce qu'on est structuré. C'est vraiment chiant à faire parce que je pense que ça va partir en couille. Je pense que niveau montage, ça va être compliqué pour toi. Oui, ça va être compliqué, mais écoute, c'est toujours fait avec beaucoup d'amour. Et juste, alors avant qu'on commence le sujet, je voulais remercier tous nos auditeurs. À l'heure où je parle, on a eu 1300 écoutes sur notre podcast en un mois et une semaine ou deux de diffusion. On était à 1000 à un mois pile. C'est ça. Il faut savoir qu'on n'est pas... c'est pas notre métier, on ne fait pas des podcasts de manière professionnelle. Avec Théo, on fait ça d'un point de vue amateur. Non pas dans l'exigence qu'on a sur ce podcast, parce que vraiment, on y a mis beaucoup de nous-mêmes, mais on le fait d'un point de vue amateur dans le sens où c'est para-professionnel. Mais vraiment, si jamais on a la possibilité de proposer quelque chose de différent, de plus structuré et de plus approfondi, c'est parce que, en fait, le podcast aura émergé et ça sera grâce à vous. Donc vraiment, merci. C'est parce qu'on sera tous les deux au chômage, donc merci beaucoup. Merci l'État français. Non, blague à part, merci à vous si vous nous soutenez. Ceux-ci sont les premiers épisodes et ça compte vraiment beaucoup pour nous, ça nous motive. Il faut savoir qu'on a enregistré les premiers épisodes sans être diffusés et qu'aujourd'hui, savoir qu'il y a un retour qui est possible de votre part, c'est vraiment exceptionnel. On n'en attendait même pas tant que ça. Et si aujourd'hui on fait un épisode nous deux, c'est vraiment comme un
une résonance au premier épisode qu'on a tourné, qu'on pensait même pas diffuser. C'était dans mon appart à l'arrache, sans savoir ce qu'on était accroupis par terre, enfin c'était l'enfer. Sans savoir ce qu'on était en train de faire, et au final on l'a gardé parce qu'on s'était dit que c'était cool comme introduction, parce que c'est vraiment comme ça nous ressemble. Pour vous féliciter de votre écoute, on va boire à votre santé. Et pour ça, on va juste faire résonner une petite cornemuse durant cet épisode. Oh putain. Ok. Maintenant, calme-jeu. Panne de libido. Donc, on parle des pannes d'érection. Est-ce que tu veux commencer ? Moi, ce que je voulais raconter, et c'est vraiment fort à propos, puisque il y a 1 an, jour pour jour, on vivait un... Jour pour jour ? Est-ce que c'était... Non, jour pour moi, vas-y, c'est Est-ce bon. que c'était littéralement... Non, c'était pas ça. J'ai pas la date sur mon portable, t'as de la chance. C'était pas ça. En fait, c'était donc... On était au mois d'août, un contexte de canicule très très forte, comme on est en train de vivre au moment... Comme aujourd'hui, hein. Exactement. Mec, on sue, quoi. On sue, on est tous les deux tout nus. On est vraiment torse nu, c'est incroyable. On est vraiment tout nus. On n'a jamais atteint ce degré d'intimité, toi et moi. Ouais. C'est vrai. Même quand je dors, je suis en pyjama. Et encore, on s'est pas encore frotté. Ça va venir. Je pense que ça crée plus de chaleur qu'autre chose. Donc, épisode de canicule vraiment hardcore. Ce qui s'était passé, donc, pour remettre un contexte, à l'époque, j'étais officiellement en relation libre avec ma copine depuis... Enfin, ça faisait 5 ans et demi que j'étais avec elle, et ça faisait quelques semaines que j'étais en relation libre. Merci pour ces J'applaudis, j'adore la relation libre. Très bien. Et on en reparlera plus tard de la relation libre. Oui, dans c'est un autre épisode. Ouais. Oh, qu'est-ce qu'on tease. Eh, j'ai fait un clin d'œil. Ouais, j'ai vu. Du coup, épisode de canicule, et cette fille-là, c'est tout simplement mon premier match de Tinder, et ça tombait très bien, parce que, en fait, elle, ça faisait 2 ans qu'elle avait plus de libido, suite à un épisode très traumatisant de sa vie sexuelle. Oh merde. Et en fait, en festival, elle s'était vraiment débloquée d'un coup en étant complètement ivre. Elle avait couché avec un mec et ça lui avait redonné un élan de libido de folie. Et en fait, quand elle l'a matché avec moi sur Tinder, elle m'a dit « Je te préviens, tout ce que je veux, c'est gagner de l'expérience. On se verra qu'une seule fois. » On dirait un jeu vidéo. Non mais, oui, mais la sexualité est un jeu vidéo, Florian. Alors, et t'en doutes ? C'est marrant que tu dises ça parce que tout à l'heure on parlait avec une meuf et on se disait qu'on allait se donner des trophées selon les niveaux qu'on atteignait. Oh, c'est beau. Et c'est super drôle et du coup elle est au niveau cornichon actuellement. Oh, c'est pas mal. Continue ton histoire. Et du coup elle voulait juste gagner de l'expérience et ça tombait très bien parce qu'en fait moi j'étais avec ma copine à l'époque mais c'était la seule fille que j'ai jamais connue. Et en fait moi aussi ça m'allait bien ce côté crash test, ce côté... On y va, on voit ce qui se passe, et quoi qu'il arrive, on ne se reverra pas. Et ce qui était très drôle, c'est qu'elle m'a demandé de la rejoindre chez elle directement, chose à laquelle j'ai dit non, on va juste boire un verre, juste parce que ça se trouve, je suis un violeur et de malade ou un putain de tueur en série, on se retrouve dans un lieu public. Excuse-moi, toi t'avais un doute ou elle pourrait avoir un doute? En vrai, moi j'avais un doute et je... Attends, t'avais un doute sur quoi? En fait, par acquis de conscience, j'avais envie de lui donner une porte de sortie en lui disant « On se retrouvera dans un lieu public si tu veux, comme ça, on boit un verre, si tu vois que je te correspond pas, tu peux partir. » Mais, ok. Donc on s'est retrouvés chez elle, on a bu beaucoup, et en fait, ni elle ni moi, on osait faire le premier pas. Et c'était à la fois mignon et sincère. Et en fait... Au bout de 3 cocktails, donc on a bu 2 verres au bar, on est rentré chez elle, on a bu 3 cocktails. Ce qui est quand même, en termes de durée, ça faisait 3 heures qu'on était ensemble quand même. Et au bout d'un moment, je vais aux toilettes et je me dis, ok, c'est bon, vas-y, je me motive. Quand je reviens, je l'embrasse. Et je pense qu'elle, de son côté, elle a fait exactement la même chose. Parce que quand je suis revenu, on s'est embrassé direct. Du coup, la conclusion, c'est aller pisser. Aller pisser et pisser beaucoup. C'est ça. Mais même devant elle, on s'en fout, l'important c'est de l'embrasser. Et donc on s'est embrassé, donc on est très vite allé dans la chambre parce que de toute évidence, elle comme moi, on était en yinche. Non mais clairement. Et moi c'était, enfin, je sais pas si c'est quelque chose de transmissible, mais de mon point de vue... Le sida ? Non. Pardon. Moi ça faisait 5 ans que j'étais avec la même personne et c'était la première fois que je couchais avec une autre fille. C'était un peu une seconde première fois pour moi. Bien sûr. Bah non mais voilà, mais ça allait toujours. C'était très à la fois il y avait des enjeux et à la fois il y avait beaucoup d'excitation. Ouais. Et donc c'était une période de canicule. Donc on arrive dans la chambre à coucher. Précisons. Qui ne s'appelait pas comme ça. La chambre à coucher. Dans le bésodrome.
Et donc, alors, plusieurs problèmes se posent. Au début, j'avais aucun problème d'un point de vue érection. D'accord. Bonjour à mes parents, une fois de plus. Ils nous adorent. Voilà. Ils m'ont vu tout nu avant tout le monde. Mais c'était tout petit. Non. Et, et donc, très vite, on fait ce qu'on a à faire. Moi, j'étais ravi. Enfin, il faisait extrêmement chaud, mais vraiment encore plus qu'aujourd'hui. Donc, on tape sur les 38 degrés, machin. Ça veut dire que je peux te lécher? Tu pourras toujours me lécher. Même si il fait froid. Merci. Même s'il fait froid. La meilleure déclaration d'amour. Cette anecdote est très longue, je suis désolé. Vas-y, mec, profite. Je coupe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc il faisait très chaud. On a mis une capote parce qu'on se protège. Bravo. Non mais si vous avez écouté les épisodes précédents, vous savez que je suis en galère quand j'ai une capote. Oui. Et voilà. que tu te protèges. Et il faisait très chaud. Et en pas fait, le cas de tout le cette monde. fille-là qui était adorable, très gentille et avec qui vraiment je me suis marré. Enfin, je pense que c'est une pote. Et en le disant, je regrette presque de ne pas avoir maintenu contact parce que ça aurait pu devenir une pote. En fait, ce qui était très drôle, c'est que déjà, on décomplexifiait vachement la chose grâce à l'humour, ce qui aide pas non plus à être excité. Il faisait très chaud, j'avais une capote, et en fait, j'avais des pannes très fréquentes, et surtout, elle était pas vraiment... comment dire? Elle m'attirait pas énormément physiquement, et sur les photos qu'on avait pu s'envoyer, parce qu'on s'était envoyé des nudes. Oh! Ouais. J'ai reçu plus de nudes de cette personne-là que de ma copine de 5 ans et demi. Voilà, je laisse l'interprétation libre. Voilà. Et en fait, elle était... Enfin, non, genre, jamais je ne dirais qu'elle était pas bien foutue, je dirais juste qu'elle était pas à mon goût. Point barre. J'ai jamais compris cette phrase. Elle est pas à mon goût ? Ouais, j'ai jamais compris. C'est de la communication non violente. Oui, d'accord. Ah oui, c'est ça. Bah ouais, non, Oui, mais je suis clairement. très violent quand je communique. C'est sûrement ça. Et du coup, avec en pleine lumière, je me galérais énormément avec la chaleur, la capote, le manque de motivation visuelle à maintenir une érection. Et très vite, j'ai décomplexifié le truc en lui disant bah je suis désolé, il fait trop chaud en fait, je suis en galère de ouf. Et elle a très bien réagi, c'était très mignon, puisqu'on s'est dit bah vas-y on va prendre un bain tous les deux, enfin machin. Et en fait, au fil de la nuit, enfin vraiment on a fait énormément de pauses de par mon manque de performance, mais aussi de par la chaleur qui nous empêchait de continuer. Et en fait, pendant 5 heures, on a eu des périodes cycliques de coït entrecoupées de « Ah bah putain, je suis désolé, j'ai débandé parce que bah je sens rien avec la capote, il fait trop chaud sa mère. » Voilà. Et c'était à la fois très rassurant d'avoir une personne qui comprenne, et à la fois, moi de mon point de vue, c'était la première personne autre que ma copine que je rencontrais avec qui je faisais l'amour. Et j'aurais voulu que ce soit un feu d'artifice. Et ce n'est pas et un ça l'a lapsus. pas été. Voilà. Oh. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de cette anecdote, c'est plutôt le fait d'en rire, de décomplexifier le truc et de l'accepter. Alors on dit décomplexé. Non, parce que c'était quelque chose de complexe. Ok. Et décomplexifié. Ok. Alors peut-être que tu as voulu le décomplexer par sa complexité. Non, mais vraiment, là, je raisonne en termes de complexité, en fait. Ok, alors c'est qu'il y avait 1000 choses qui rentraient en compte. C'était difficile à la fois de se justifier et à la fois d'avoir une performance... Mais c'est ça c'est ça qui est hyper touchant dans le fait que tu dises décomplexifier. T'as confondu, on est d'accord, que décomplexifier et décomplexer. Oui, mais je pense qu'en même temps, il y a un côté, les deux... C'est pas que... Enfin, plus que j'ai confondu, c'est que les deux termes se sont confondus au sens de fusion. C'est exactement ça, parce que te connaissant, mais parce que en fait, peut-être qu'on peut... Mais moi, j'admire beaucoup Théo pour son esprit, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est beau. Non, mais c'est pour ça qu'on est amis, enfin en tout cas de mon côté et pour d'autres choses aussi. Et le fait que t'aies confondu deux mots, pour moi, c'est pas inintelligible. Dans le sens que c'est pas... Il y a quelque chose qui s'est créé dans ton cerveau qui mérite d'être approfondi. J'adore ton cerveau. Laisse-moi tuer le cerveau. Vas-y. Non, mais juste, donc, décomplexifier, il y a ce truc-là où, en fait, je pense qu'on... Ah, on a dit qu'on n'analysait plus. C'est pas une analyse si c'est ce que tu penses. C'est juste que je pense que sur le moment, c'était très complexe pour toi et t'avais besoin de le décomplexifier en le décomplexant. Et je pense que vraiment les deux sont imbriqués pour toi. Et ils le sont aussi pour moi. Et je pense qu'ils le sont aussi pour d'autres mecs qui s'en rendent pas spécialement compte. Où en fait, on pense que c'est compliqué, mais en fait, c'est juste qu'on est complexé. Et il faut faire la distinction. Il y a deux lettres qui s'échangent. Et c'est très juste ce que tu dis. Et j'aimerais rebondir dessus en disant que, en fait,
ce qui pose le plus problème dans ces questions de panne d'érection, mettons les mots dessus. Panne d'érection. Et oui, des fois on bande pas, ça arrive. C'est que à partir du moment où on se contemple dans la situation et on se dit putain j'ai du mal à bander, c'est à partir de ce moment-là, je parle à tous ceux qui pourraient être encouragés par notre discours, c'est en se disant que j'arrive pas à bander qu'on n'arrive pas à bander en fait. C'est clair. C'est le fait de se contempler dans la situation et de se dire merde, je ne suis pas à la hauteur. Alors que au contraire, être capable d'assumer, de s'occuper de sa partenaire avec autre chose que sa bite, donc ça peut être, je sais pas, des choses communes comme l'oreille ou le coude, mais aussi des doigts ou les langues. C'est déjà un premier pas vers juste souffler un coup, se dire bah c'est bon, c'est pas grave en fait. Et de base, faire l'amour, à aucun moment ça implique que t'aies une érection. C'est clair. Tu peux juste kiffer avec ta partenaire en faisant que des préliminaires. Et ça, c'est un truc, je pense qu'on pourrait le redire à chaque épisode, on le dirait pas assez. Et je suis d'accord avec toi, juste, j'ai étudié moi la thérapie et la thérapie brève, notamment par la programmation neurolinguistique. Et en fait, il y a quelque chose qui... J'ai oublié ce que je voulais dire. T'es en train de dire quoi? Tu parlais de programmation neurolinguistique. Ah, c'est bon. Merci, parce qu'en fait j'avais noté, Vas-y, j'avais oublié. En fait, le con. j'ai oublié que j'avais oublié que j'allais oublier. Et donc du coup j'avais noté, je l'ai oublié. Donc bref, c'est ça que je voulais dire. C'est que ce que tu connais, et donc ce que j'ai étudié dans mes études de thérapie brève, c'est ce qu'on appelle un état dissocié. C'est-à-dire que tu n'es plus connecté avec ton réel ressenti, t'es connecté plus avec ton jugement par rapport à l'image que tu peux dégager ou au ressenti que tu peux manifester et le comportement que tu peux montrer aux autres, plutôt qu'à ton propre ressenti. Et donc le fait que tu sois en état dissocié, ça fait que tu es en suranalyse, et pour des gars comme nous qui suranalysons tout en permanence, c'est un moyen très clair de couper toute relation avec son corps. Et relation avec son corps, ça veut dire aussi pouvoir accepter le plaisir sexuel et donc bander. Et moi ça m'arrive moins souvent maintenant, mais ça m'arrive quand même encore souvent, malgré mon âge, de me dissocier et donc du coup de débander. Mais j'en parlerai Mais après. c'est une belle explication, je trouve. Parce qu'effectivement, alors, pro tips pour ceux qui ont peur de jouir trop vite. Quand tu bandes, enfin, quand t'es vraiment, que tu bandes comme un mec en prison, on va dire. Si t'as peur de venir trop vite, c'est intéressant de contracter d'autres muscles, parce qu'en fait, tout simplement, l'afflux sanguin va ailleurs. C'est clair. Et ça te fait te retenir plus longtemps. Mais est-ce que, quelque part, le fait de suranalyser une situation fait pas venir le sang grave dans ton cerveau et pas dans ta tub? Alors, je sais pas d'un point de vue affluence sanguine, mais juste pour la petite anecdote, quand j'ai commencé à faire l'amour, et une fille, c'est pas pour me vanter moi, c'est pour la féliciter elle, même si elle a rien fait. C'est beau. Elle a rien fait. Elle était splendide. Et à ce jour, c'est une des plus belles filles que j'ai rencontrées de ma vie. Et du coup, c'était très excitant de faire l'amour avec elle. Et j'avais remarqué que si je me concentrais sur mes contractures de fessiers, mon état se dissociait un tout petit peu, et ça me permet de calmer l'excitation avant de revenir dans le plaisir sexuel, parce que je voulais pas passer tout un rapport sexuel à être complètement dissocié, ça n'avait pas de sens. Et donc du coup c'est hyper intéressant ce que tu dis. On a dit qu'on parlait des pannes, mais aussi on peut parler aussi des échecs précoces qui feront peut-être l'objet d'un épisode, mais peut-être pas pour cette saison. J'ai une anecdote dessus. Et moi j'en ai aussi, mais avec cette même fille, parce que j'avais connu le truc précoce, parce qu'elle était tellement magnifique et que c'était la première histoire d'amour de ma vie, ça me fait devenir vache. C'est pas ça que je voulais dire. Mais donc du coup, l'état dissocié associé, vraiment, rendez-vous compte de ça. Le moment où vous avez l'impression de vous reconnecter à votre corps, vous êtes associé. Le moment où vous êtes en train de vous évaluer à l'extérieur, vous êtes dissocié. Et je vous jure que le moment où vous repérez ça, vous pouvez revenir dans un état ou dans un autre, et ça peut vous aider. Très bien. À partir de là... Est-ce que toi, t'as une anecdote à partager sur le coup de la panne? Alors déjà, juste, c'est très drôle. Quand j'étais jeune, le coup de la panne, ça a toujours été assimilé à une tentative de séduction. En fait, dans les vieux films, le coup de la panne, c'est quand le mec ramène une fille en voiture et fait genre que la voiture tombe en panne. J'avoue. Et que c'est l'occasion de... t'es bloqué au milieu de nulle part, et c'est là où tu embrasses une fille pour la première fois, en fait. Sauf que, de mon point de vue, le coup de la panne, c'est juste que quand t'as déjà embrassé une fille, t'es potentiellement déjà à poil, et le coup de la panne, il est pas du tout aussi romantique que ça. C'est le moment où
t'arrives pas à la hauteur des attentes de ta partenaire. Ouais. Ok, je suis plus ou moins d'accord avec ça dans le sens où si t'attends que les attentes de ta partenaire sont une pénétration. J'allais dire Une pérégrination. Non, j'allais dire une pérennisation. C'est-à-dire que tu la pénètres de manière permanente. Je mets une te détache. C'est très pérenne. Ça, c'est les amours fusionnels. Donc, ok, bah merci pour ça. Moi, j'ai 2 anecdotes, peut-être que je vais dire en une, c'est-à-dire que je vais les enchaîner sans qu'on en discute plus avant, parce que j'aimerais qu'on passe à la suite. Et j'ai une anecdote. Moi, j'ai encore une anecdote sur la panne, vraiment. Putain, mec, cet épisode va faire 2 heures. En même temps, c'est un épisode hors série. Si vous n'êtes pas content que ça fait 2 heures, on est content que ça vous plaise pas. Et c'est la même chose. Hein. Vous pouvez pas changer la durée de l'épisode. C'est con. Eh bah oui, bah c'est la même chose. Voilà. Dans 2 semaines, il y a un autre épisode qui sort et vraiment, on sera ravis de vous le proposer. Juste, n'abandonnez pas. C'est un hors série parce que c'est un concept particulier. Si ça vous plaît pas, c'est pas le fil rouge du podcast non plus. Exactement. Et donc du coup, je vais dire une anecdote, tu diras la tienne et ensuite je dirai la mienne et ensuite on enchaînera avec les 14 autres anecdotes qu'on a prévues pour cet épisode. J'ai une anecdote où il y a quelques années, je sais plus combien et je veux pas le dire pour pas qu'elle se reconnaisse. Tu peux peut-être lui donner un petit surnom. Elle s'appelait Chouchou. Chouchou. Ah mais je vois très bien Chouchou. Elle s'appelait Chouchou. Et donc il y a quelques temps j'étais avec Chouchou. Et en fait, on s'est séparés une première fois parce qu'on s'est remis ensemble après. Mais juste, on s'est séparés parce que c'était compliqué entre nous. Et je sentais que la relation n'était pas tout à fait terminée. Mais je pouvais pas continuer avec elle. Et donc, on s'était séparés. Et il y a ce truc bizarre quand tu quittes quelqu'un, en tout cas pour moi, où je me dis il faut que je gagne la relation. Et c'est vraiment comme dans How I Met Your Mother. Il y a vraiment le truc où il faut que je gagne la relation. Et j'étais encore en contact avec Chouchou et il y avait moyen de se revoir et tout ça, mais elle jouait un peu le truc compliqué parce qu'elle avait aussi besoin de sentir qu'elle maîtrisait. Et j'aime pas me sentir maîtrisé. Et donc du coup, j'avais rencontré une meuf à une soirée que j'avais pécho et j'avais dit non, ça se passera pas ce soir, ça se passera jamais, bon, parce que j'étais pas très certain et que j'étais toujours en contact avec Chouchou. Et un jour, Chouchou m'a vraiment saoulé par message, genre ça se passera plus entre nous, enfin elle m'avait pas insulté, mais elle m'avait fait comprendre que j'étais la pire des merdes et ce qui était peut-être possible de son point de vue. Et du coup, j'ai recontacté la meuf que j'avais vue en soirée, qu'on va appeler Look at Me. Eye contact. Qu'on va appeler Eye Contact, c'est beaucoup mieux. Qu'on va appeler Boukeke. Mais tu sais que Boukeke, ça... Alors, c'est... qui m'a appris ça. On peut pas mettre ça. Boukeke, ça veut dire arrosé. Et en fait, il y a des ramen très célèbres à Tokyo qui sont les ramen Boukeke. C'est des ramen qui sont aspergés de sauce. Voilà. Et vu qu'elle était chinoise, on va pas l'appeler Boukeke parce que sinon ça serait raciste. Donc il y avait cette fille-là que j'ai rencontrée en soirée et on s'était pécho et ça me plaisait pas spécialement, mais après avec Chouchou c'était compliqué et du coup je me suis dit bah je vais un peu gagner la rupture et coucher avec Eye Contact pour que ça... Bon bref, vraiment raisonnement de gros con, j'en suis conscient. Et donc j'ai appelé Eye Contact, elle est venue à la maison et on a fini par coucher à la maison, je vais dire coucher ensemble. Et elle m'a fait une fellation qui était extraordinaire. Sauf qu'en fait j'étais dans un mood où je savais ce que j'étais en train de faire. J'étais en train de coucher avec une meuf pour gagner contre une autre meuf qui le savait pas encore. Donc en fait, j'étais pas vraiment concentré sur mon plaisir. J'étais concentré sur une espèce de stratégie que je pouvais valoriser a posteriori après le sexe. Donc vraiment, il y a tous les ingrédients pour que ça se passe mal. Et donc du coup, j'ai débandé, alors que c'était une super fellation. J'ai débandé dans sa bouche. Et donc, il réduit dans sa bouche à tel point que c'est ridicule, elle est en train de sucer un truc mou, et en plus, on s'était protégé dès la fellation avec une capote, c'est-à-dire que je nage dans la capote, alors qu'elle est en train de sucer un bout de plastique, enfin, c'était aberrant, quoi. Et donc, bref, je me retrouve avec ce truc-là, et en fait, plus t'es en train de te dire, je suis en train de débander, elle est en train de sucer du plastique, plus tu te dis, mais c'est ridicule. En fait, c'est ça où je parlais de l'état dissocié, c'est que t'étais vraiment en train de t'éloigner de la situation excitante, qui était vraiment genre, bah ouais, on est en train de vivre une expérience sexuelle qui est cool. Et donc, du coup, j'ai fini en train de
tout mou. Et au final, ça s'est à peu près rattrapé où j'ai voulu me concentrer sur autre chose. Et la manière dont j'ai voulu me concentrer sur autre chose, c'était en agissant, pas avec mon pénis qui visiblement était beaucoup trop connecté avec mon esprit qui ne marchait pas à ce moment-là, mais en me reconnectant à l'esprit au moment immédiat, pardon. Et du coup, en lui faisant plaisir, etc. Et ce qui m'a rendu un tout petit peu plus ardu. Et j'ai pu un peu opérer, mais c'était vraiment pas splendide du tout. Et bref, j'en garde un souvenir un peu amer parce que c'était une expérience super excitante dont j'ai pas pu profiter du tout à cause de l'état émotionnel et de ce que j'avais en tête à ce moment-là. Je comprends tout à fait ce que tu as ressenti. Du coup, si je peux enchaîner avec une autre anecdote, moi. Je t'en prie. Et c'est pas une petite anecdote, puisque c'est l'anecdote de ma première fois, entre guillemets. No way. J'ai jamais entendu cette anecdote, je le partage. Et bah voilà. Donc la première fois, c'était... du coup, c'était pas vraiment ma première fois, puisque j'ai eu une panne. Et c'était une personne avec qui je suis resté longtemps. Et à l'époque, on s'était juste vu une fois, on s'était embrassé, mais sans que rien ne se passe. Normal, vu que c'était ma première fois qui arrivait après. Donc cette fille-là vient chez moi, très, très mignonne. Enfin, moi, vraiment, elle me plaisait énormément et je pense que c'était réciproque. Et je sais même pas comment on est arrivé là, mais on se retrouve... si, on avait mangé, on avait bu. On se retrouve sur ma mezzanine. Et c'est le moment de ma première fois. Donc du coup, moi, déjà prévoyant, je lui dis... Je te préviens, c'est un peu nouveau pour moi tout ça. Un peu. J'aime bien le un peu. Un peu, ouais. Oui, parce que j'avais regardé beaucoup de films. C'est un peu nouveau pour moi tout ça. Ce à quoi elle est à la fois surprise et en même temps elle comprend et voilà. Et donc il se passe ce qui doit se passer. C'est des trucs. Enfin c'est con, mais pour un mec de, j'ai perdu ma virginité à 18-19 ans, je sais plus exactement quand. Sûrement 19 ans. Et en fait, c'était la première paire de seins que je voyais en vrai, que je pouvais toucher, la première, le premier vagin auquel j'avais accès, enfin, ce genre de choses. Et la pression était telle. La première fellation que je recevais aussi. Ah, direct? Oh ouais. Ah, parce que moi, ma première fois, j'ai pas eu de fellation. Ah. Bravo. Désolé pour toi. Non, t'inquiète. Et du coup, il y avait tout pour que ce soit ultra excitant. Et c'était ultra excitant. Mais le stress et la pression étaient tels. Et à l'époque, j'étais sous antidépresseur. Ah. Si vous avez écouté l'épisode sur les larmes et les hommes, vous comprendrez pourquoi. L'un des gros problèmes des antidépresseurs et des effets secondaires, c'est la perte de libido. Non pas que ce soit le seul facteur, mais c'en était un à prendre en compte vraiment énormément. Le fait est que même que si j'étais excité comme une puce, je n'arrivais vraiment pas à avoir d'érection. C'était très gênant parce que moi j'en mourais d'envie, elle aussi. Et j'ai fini par lui dire je suis désolé, ça fonctionne pas à cause des médocs, machin. Et je sais a posteriori, parce que je suis resté longtemps avec cette personne et qu'elle me l'a redit plus tard, que pendant ces 3 premiers mois où j'étais encore sous antidépresseur, elle s'en plaignait. Et ça fera, je pense, une bonne transition avec la suite du podcast sur la baisse de libido. C'est que je sais qu'elle a mal vécu le fait que, vu que j'étais sous médicaments, c'était compliqué pour moi d'avoir une érection en fait de bâtard qui dure longtemps et toutes ces genres de choses. Et c'est pour ça que j'ai amené cette anecdote comme étant celle de ma première fois, mais techniquement c'était pas ma première fois. Parce que je me rappelle, il n'y a pas eu coït, mais en fait ma vraie première fois entre guillemets, je m'en souviens beaucoup moins et c'est beaucoup moins vivide que cet épisode-là, qui a été non pas traumatisant, mais un peu gênant quand même, de se dire putain, fait chier, tout était aligné et j'ai pas réussi à être à la hauteur. Mais alors, juste là-dessus, j'ai envie, et c'est très spécifique à ta situation, de te décomplexer dans le sens où j'ai été moi-même sous antidépresseur. Ta première priorité quand t'es sous antidépresseur, ce n'est pas de bander. Parce que mais c'est très bête à dire, mais mec, c'est pas la priorité de ton corps. Dans le sens où t'es malheureux, si t'es sous antidépresseur, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui pèsent sur toi par ailleurs. Et que non seulement tu n'es pas prêt à satisfaire sexuellement quelqu'un d'autre, t'es pas prêt non plus à toi-même te satisfaire sexuellement, parce que c'est pas ça qui va t'apporter le bonheur. T'es en train de aplanir le reste de ta vie parce que t'es en train d'être à la lisière de la mort, ou en tout cas à la lisière de la non-vie.
Et donc du coup ton corps a d'autres choses à faire que de te satisfaire sexuellement. Et je voudrais juste recadrer là-dessus, dans le sens où je comprends que ça a été structurant pour toi, parce que c'est la première expérience et tu te dis je peux en faire une généralité alors qu'en fait pas du tout. Mais c'est normal, c'est ce que tu as vécu est normal étant donné les circonstances qui pesaient sur toi. Ah, c'est sûr, et je le remets pas du tout en cause en fait. Mais je voudrais juste le dire parce que c'est important de l'exprimer. C'est vrai. Mais déjà de base, en dehors des antidépresseurs, stresser pour sa première fois, c'est normal. Voilà. Alors moi j'ai pas stressé, mais en vrai c'est pas pour faire le cador, c'est juste que j'ai été peut-être un peu particulier comme garçon, mais j'ai eu des occasions avant ma première fois que j'ai refusé. Il était hors de question que je ne sois pas amoureux pour ma première fois, et j'étais plutôt assuré, pas parce que j'avais confiance en moi, mais parce que j'avais confiance dans le monde ou dans l'univers, ou je sais pas, quelque chose d'un peu d'ésotérique, que les choses allaient bien se passer pour moi, et je voulais pas que ça se passe avec les filles qui avaient eu avant. Et le jour où je l'ai fait, c'était vraiment une meuf dont j'ai été terriblement amoureux pendant 1 an et demi, et j'étais jeune et c'était splendide et j'ai jamais eu de problème. Après il y a eu des petits problèmes d'éjaculation précoce, mais parce que d'autres enjeux se sont ajoutés à ça, mais ma première fois a été magique, et on en parlera peut-être dans un autre épisode parce que là n'est pas le sujet. Juste pour dire très brièvement, et après on enchaîne avec la suite parce que c'était la suite logique du podcast, mais j'avais couché avec une meuf un peu en coup d'un soir, et un peu de la même manière, genre j'avais quitté ma meuf l'ex-copine, pas la même, hein, mais une autre, qui était devenue une ex quelques mois auparavant, et j'avais un peu besoin de me prouver que je pouvais toujours plaire, parce que j'ai toujours ce doute que je peux plaire, et j'avais couché avec cette meuf là, et en fait j'avais couché parce que d'un point de vue plastique, elle m'excitait, mais d'un point de vue organique, je sais pas comment le dire, mais au moment où ça se passait, ça ne m'excitait plus. La manière dont elle se comportait, la manière dont elle bougeait, la manière dont elle avait de s'exprimer, ça ne m'excitait plus. Et on a couché ensemble, et je sentais que je lui devais quelque chose, dans le sens où, je sais pas, on est en train de passer un moment intime ensemble, et que j'ai envie qu'elle kiffe aussi, et que moi j'étais pas en état de kiffer. J'en suis rendu compte au milieu qu'on était en train de faire l'amour, et c'est un peu trop tard pour récupérer la face et pour dire écoute, désolé, en fait je suis beaucoup trop atteint par ma rupture, j'ai un peu utilisé le fait qu'on ait une attirance entre nous pour vivre ça et le surmonter, mais là maintenant que ça se passe, c'est beaucoup plus compliqué que ce que j'avais pensé. Et donc on est en train de faire l'amour, et je débande en pénétration vaginale. Et du coup, pour récupérer un peu le truc, c'est que je poussais je poussais ma bite à l'intérieur d'elle, les petits bouts mous. Je lui poussais à l'intérieur avec les doigts, genre si c'est encore à l'intérieur, c'est que c'est encore bon. Et c'est ultra intéressant, ce côté, ce moment en fait du coït où tu sais pas encore si ta partenaire sait que t'es en train de débander. Ouais. Et ce jour, je ne sais toujours pas. Et c'est ça. Et il faut, le réflexe naturel, c'est de bluffer et dire bon, tout se passe très bien, il y a aucun souci. Et en vrai, je pense, enfin, ceci dit, très vite, tu te rends compte qu'elle s'en rend compte. Mais il y a quand même une marge de manœuvre dans laquelle tu peux te permettre d'avoir une mimole. Ça passe. Je sais pas si ça passe. Je le saurai jamais, à moins de vraiment discuter avec une fille, et une fille ne fera pas une généralité. Mais le truc, c'est que cette histoire-là, c'était avant l'autre anecdote que j'ai racontée avant, donc j'étais moins expérimenté, peut-être moins confiant avec ma sexualité. Et le truc, c'est que j'avais besoin qu'elle croie que j'assure. Je sais pas vraiment pourquoi. Peut-être j'avais sûrement des trucs à me prouver à moi-même et à elle. Et du coup, j'essayais de pousser et tout ça, tous mes petits bouts de bite. et que ça passe, mais en vrai, à la fin, c'était ridicule. J'avais plus rien, c'est même plus une mimole, c'est que ça marche plus du tout. Et du coup je me suis arrêté, et elle s'est inquiétée de savoir si ça allait et tout ça, et oui, ça va, dans l'absolu ça va, c'est juste que ce que je suis en train de chercher sexuellement, c'est pas ce dont j'ai besoin émotionnellement, et c'est compliqué de le raconter à une fille sur l'instant. Et en fait ce qui s'est passé, c'est juste qu'on a parlé pendant 1 heure de choses et d'autres, et à force qu'elle se confie et à force que moi je me confie, ça a fini par énormément m'exciter, et on a fini par refaire l'amour, et c'était cool, c'était pas fabuleux parce que c'était un coup d'un soir et que j'avais aucune attache avec elle, mais j'avais réussi à créer quelque chose émotionnellement avec elle qui me correspondait pour ce que j'étais en train de vivre à l'époque. Bref.
Poursuivons avec les baisses de libido. Ouais. Bah, je t'en prie. Moi, je sais juste que ça m'est arrivé, je pense, 2 fois. Une où j'étais en couple et une où j'étais célibataire après la rupture. Quand j'étais en couple, ma réaction la plus naturelle qui a été, ça a été de prétendre que c'était pas le cas et de se forcer à faire semblant et à faire croire que tout était normal. Mais j'étais dans une situation bien particulière où je sais que ma copine de l'époque aussi avait des problèmes de libido et je voulais pas, en plus, elle qui devait se prendre la tête avec ça, ajouter par-dessus ça le côté que moi j'avais des problèmes de libido. Et donc j'ai un peu fait l'éponge de ce côté-là et je me forçais, enfin les rares fois où ça arrivait, je me forçais, ce qui en fait au final donnait des parties de jambes en l'air très peu qualitatives, j'imagine, qui en plus de ça donc creusent de chacun, enfin du côté de chacun. Si quand quand t'as des problèmes de libido, quand tu te lances et que l'action n'est pas incroyable, n'est pas cool, bah en fait ça creuse encore plus comment dire cette espèce de dette de désir que tu as. Et c'est un cercle vicieux qui t'enferme dans un côté, bah ouais, mais la dernière fois c'était pas cool, donc ça me donne pas envie de réessayer ou machin. Et il y a une question d'effort en fait, quand vraiment tu manques de libido. La métaphore la plus utilisée, et je trouve qu'elle est très juste, c'est celle d'une flamme qui s'éteint ou alors t'as que des braises. Le principe des braises, c'est que ça demande un effort de souffler dessus, mais vraiment beaucoup, pour que ça puisse rallumer un brasier. Et là, c'était un peu ce contexte-là, c'est que t'as des braises, mais vraiment minimes, que tu dois prendre sur toi, que tu dois assumer, que tu dois faire des efforts, pimenter, c'est le mot le plus utilisé, je pense, dans les couples qui ont des problèmes de libido. Et qu'en fait, malgré tous ces efforts-là, tu t'attends à ce que ça redevienne à la normale, et en fait, c'est pas le cas. Et là, la question se pose de est-ce que c'est moi qui ai des problèmes de libido ou est-ce qu'en fait c'est mon couple qui va pas et moi en fait je suis tout à fait normal, c'est juste que je ne désire plus la personne avec qui je vis. Et comment t'as répondu à cette question ? J'ai répondu de la façon la plus malsaine qui soit, c'est-à-dire que je me suis forcé et en fait c'est passé. Et le message de fond, mais qui est anticipé par rapport au podcast que je voulais dire, c'est que donc moi j'étais pendant longtemps en couple avec une personne qui avait aussi des problèmes de libido. Le problème, c'est de voir la baisse de libido comme un problème. C'est-à-dire que c'est naturel, c'est humain d'avoir des pics de libido. C'est une question, c'est biologique, c'est hormonal. À partir du moment où ma partenaire avait eu ce genre de problème, on a tout de suite pensé que c'était quelque chose qui méritait d'être approfondi et qu'on devait, nous, trouver une solution. Et le fait de chercher une solution, c'est ce qui a fait de la libido, du manque de libido, un vrai problème. En fait, je suis persuadé que si on avait juste accepté que c'était juste quelque chose qui va et qui vient, c'est la libido, ça arrive. L'un des autres pics de baisse de libido que j'ai eu, c'était après ma rupture. Ouais. Où j'ai eu un moment où plus rien n'avait de sens sentimentalement parlant. Et en fait, j'avais même plus envie de ça. Ouais. Et juste parce que c'était une de mes anecdotes, une de mes 2 anecdotes, je me rappelle quand t'as rompu, en fait, c'était à peu près à la même période que moi j'ai rompu, parce que je voulais être pécho. On s'est mis en couple. Et j'ai eu la même baisse de libido à ce moment-là. La différence, c'est que moi, je me rappelle, tu me disais, viens, on bouge, on sort, on va faire la fête et tout ça. Parce qu'en fait, il y avait un élément qui était très, très différent, c'est que moi, j'avais eu que 2 ans de relation avant, je suis plus âgé, et j'avais vécu les moments de n'importe quoi, qui peut-être n'était pas ton cas, où tu avais vécu 5 ans et demi d'une relation très dense, très sérieuse, et ça j'admire chez toi, mais peut-être moins folle, etc. Donc tu avais besoin d'expérimenter ça d'un coup, qui était peut-être pas approprié à la période. Et tu me disais, viens on bouge et machin, et moi je te disais non, et là, actuellement je suis en deuil de ma relation, je peux pas baiser, je peux pas même imaginer une autre meuf, même si j'ai sciemment mis terme à la relation d'avant, je ne peux pas imaginer quelqu'un d'autre. C'est marrant parce que je pense que les semaines et les mois qui ont suivi ma rupture, c'était là où ma libido était le plus élevée. Ok. Ouais. Vraiment, c'était en mode, ok, vas-y, je suis célibataire, et alors,
Et alors, tu vas faire quoi? Et alors, techniquement, il y a la moitié de la population terrienne que je peux baiser. Oui, il y a beaucoup de vieilles. Ouais. Et alors? Hein? C'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleurs pots. Les meilleures confitures. Cette métaphore était tellement nulle. Ce sont des vieilles marmites qu'on fait les meilleurs Non. potes. Justement, c'est ça qui est rigolo, c'est que il y a une sorte de contre-coup. C'est que la première fois, enfin, quand j'ai été célibataire directement, mes premiers réflexes, ça a été de trouver un appart, une garçonnière, de rencontrer des filles, de baiser. Et en fait, c'est quelques mois plus tard qu'est venu le côté, mais en fait, ça n'a pas de sens. Ouais. Mais sur le moment même de la rupture, au contraire, il y avait une envie de surcompensation. Ouais. Mais c'était aussi parce que j'étais dans un couple où les rapports n'étaient pas aussi fréquents que la norme, j'imagine. Et que j'avais envie de compenser. Voilà. Et il y avait ce truc-là, enfin, pour parler de ma rupture, si ça te va, à la même période, moi j'ai été pendant 2 ans avant cette rupture avec une meuf qui était très sexuelle, et c'était vraiment, vraiment cool. Et en fait, on s'est quitté pour des trucs plus profonds que ça. Genre, j'aurais pu rester avec elle sexuellement, sur le plan sexuel très longtemps, mais mais j'avais besoin. Ok, on fait une petite pause. Est-ce qu'on reprendrait pas le podcast? On parlait de buzz de libido. J'ai complètement oublié ce qu'on a. Alors, pour nos éditeurs, on a fait un aparté qu'on peut pas laisser dans le podcast. Oui, parce qu'on parlait de sexe. Non, on parlait de partenaires actuels et vraiment on n'a pas envie qu'elles se reconnaissent. Et juste pour dire la deuxième anecdote, parce qu'on a perdu le fil, je vous l'avoue. Il y aura quand même le minutage, hein, mais c'était vraiment pas volontaire. Le truc, c'est que moi, les seules fois où ça m'arrive de baisser le libido, c'est les fois où émotionnellement je suis plus investi dans la relation. C'est-à-dire que je me sens plus en phase avec ce que peut ressentir l'autre. Et ça peut être, comment dire, romantiquement, c'est-à-dire on est amoureux, machin, mais être amoureux, c'est pas trop une limite pour moi. Dans le sens où si une meuf, on n'est pas amoureux et on est en relation libre, ça peut toujours marcher pour moi. Par contre, si on n'est pas amoureux, qu'on est en relation libre et qu'elle veut qu'on soit exclusif, là, il y a un truc qui se casse. Enfin, je sais pas si je suis très clair, mais en fait, c'est sur l'équivalence de nos attentes relationnelles. Et à partir du moment où en fait je sens un déséquilibre entre ce qu'on attend, moi il y a un truc où sexuellement je me mets en berne, alors que Comme Stéphane. Voici Versailles. Le château du Vaucluse. Oui, voilà le château de la Loire. Donc. Ah non, le shot. Il est bon. Hey, chut. Ok, j'ai absolument perdu le fil sur ce qu'on est en train de dire. Donc, je vais reprendre là où était ma pensée, mais c'est peut-être pas le plus logique. Le moment où en fait j'ai une baisse de libido, c'est le moment où je sens que je vais plus être investi avec la meuf et que peut-être elle, j'ai l'impression qu'elle s'en rend pas compte ou en tout cas qu'elle espère que ça puisse augmenter à nouveau. Et c'est le moment où vraiment sexuellement j'y arrive plus. Et au début je le justifie par des trucs genre je suis fatigué, tout ça. Et c'est très court, hein, genre je le justifie pendant 1 semaine ou 2, pas plus. Le temps de voir si c'est vraiment ça, parce que j'ai besoin de confirmer la manière dont je me sens. Et si au bout de 2 semaines je vois que c'est toujours la même chose, je sais que c'est plus structurel que juste une petite baisse de fatigue. Et donc il y a ça, et il y a donc c'est le moment où en fait je sais qu'on va casser et qu'elle elle le sait pas, et je ne peux pas m'investir sexuellement s'il y a pas un tout petit peu de relation émotionnelle. Et je dis ça dans le sens, ça peut être complètement un coup d'un soir, si vraiment j'ai une connexion avec la fille, ce qui est assez rare, et si j'ai suffisamment confiance en elle, et c'est pas juste sexuellement, mais dans le fait où on est en train de partager quelque chose d'exceptionnel, dans le sens où je suis pas quelqu'un de générique pour elle. Et donc voilà, les pannes en général se passent au moment où je suis plus prêt à m'offrir d'un point de vue émotionnel, ce qui bloque en fait le relationnel, ce qui bloque le physique. C'est très intéressant. Merci. J'ai rien à ajouter tellement c'était pertinent. Bah c'est pas grave mec, on peut passer à la section suivante qui est la baisse de libido de ta partenaire. Ouais. Du coup, sujet qui me concerne plus moi que toi, de ce que j'ai pu comprendre, t'as moins d'anecdotes à ce sujet-là. J'aimerais parler, mais plus au sens large, en fait, c'est un sujet qui va aussi avec le sujet précédent de perte de libido. C'est que c'est une épreuve que doit affronter le couple dans son entièreté, et non pas... c'est pas quelque chose qui se
qui se créent individuellement. C'est-à-dire que ce qui se passe quand ta partenaire n'a plus de libido, la première réaction logique, c'est que toi, en tant qu'homme, tu culpabilises. Tu te trouves pas assez sexy, pas assez viril, Pas assez performant. pas assez excitant. Tu penses que c'est ta faute. Ouais. De son côté, elle pense que c'est sa faute aussi. Et elle culpabilise. Et encore plus, parce que elle est vraiment... c'est vraiment l'origine de ce problème de couple. Et encore une fois, je dis problème, parce que moi, mon réflexe naturel, ça a été de le traiter comme un problème. Mais au fond, je pense que ce n'en est pas un. C'est juste une passade. Et là se met en jeu un mécanisme très 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 fourbe, qui est un cercle vicieux en fait. C'est que il va y avoir des moments, si ta partenaire n'a pas de libido, où elle va te rejeter. Mais c'est normal, parce que si elle n'a pas de libido, à aucun moment elle devrait se forcer. C'est pas la réaction logique à avoir. Sauf que toi, en tant qu'homme qui a encore de la libido, tu t'estimes en manque. Et va s'en suivre une réaction un peu, en même temps logique mais très fourbe, qui est celle de continuer à essayer de passer outre ça. En fait, moi pendant longtemps j'en ai parlé avec ma copine de l'époque, c'est que c'est pas parce que elle a une baisse de libido que moi je dois arrêter d'essayer de mettre en marche, on va dire, des rapports sexuels. Sauf que quand tu te prends des vestes, des rejets, à chaque veste, chaque rejet qui arrive, c'est un coup de plus que tu prends à l'ego. Ton ego, il souffre. Si ton ego souffre, tu perds en confiance en toi. Si tu perds en confiance en toi, tu perds en sex appeal. Si tu perds en sex appeal, t'es moins excitant. Si t'es moins excitant, il n'y a pas de raison que la libido de ta partenaire aille mieux. Et là, c'est le vrai problème. Et c'est ce sur quoi j'ai envie de mettre le doigt aujourd'hui. C'est que la baisse de libido, elle est fourbe parce que elle introduit une sorte de relation malsaine dans laquelle toi tu perds en confiance et ta partenaire perd en confiance aussi. C'est là où vraiment, et moi je me le suis pris en pleine gueule, tu te prends un mur, mais colossal. C'est-à-dire que toi t'as encore des envies et des désirs. Ta copine n'en a plus, ou très peu. Tu sais que ce qui fera la différence, c'est l'image que tu vas renvoyer de toi. Et pourtant, cette image-là, tu ne sais plus à quoi elle ressemble parce que ça va être très très longtemps que tu ne l'as pas renvoyée. Et c'est là où c'est le début de la fin. Ce qu'il faut, parce que je vous le donne directement là, avant même que tu puisses réagir, Florian, c'est la solution, c'est dédramatiser la chose et se dire que ce sont des passades et que de toute évidence, les deux ont un rôle à jouer, mais il y a aussi une autre vérité qui est les deux n'ont aucun rôle à jouer. Il faut accepter de pas pouvoir résoudre la situation là maintenant. Accepter que ça se passe, que ça fluctue. Et c'est une question de timing. Le moment où on verra que les signaux sont un peu ouverts, c'est là où tu vas donner un élan un peu à la sexualité de ton couple. Mais c'est ce que j'allais te demander, et du coup tu l'as un peu anticipé, mais j'aimerais compléter, c'est que est-ce que vous en avez parlé ? Est-ce que vous aviez le recul nécessaire pour en parler déjà dans votre couple et en plus d'un point de vue personnel, parce qu'il y a les deux qui se combinent, les propres angoisses qu'on a vis-à-vis de soi et les angoisses qu'on a envie ou pas envie de projeter sur l'autre et sur son couple. Et est-ce que vous en avez parlé ? C'est la question la plus simple qui me vient à l'esprit. Évidemment. Pour être honnête, je pense que c'est le sujet qu'on a le plus évoqué dans l'intimité en 5 ans et des patates de relation. Par contre, c'est vrai ce que tu dis, c'est le côté... le fait d'en parler, c'est pas forcément la solution, en fait. Parce que le fait d'en parler, c'est un peu ce que je disais au début du podcast, c'est le côté en parler, c'est admettre que c'est un problème, alors que ça peut être quelque chose de naturel. Mais il y a aussi quelque chose qui était intéressant, ce que tu as dit, c'était que le problème ne doit pas devenir prétexte. C'est-à-dire qu'à force de se répéter, ouais, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se passe, et peut-être ça va pas, et machin, bah ça devient structurel à ton couple, et du coup tu n'en sors plus. Et en quelque part, devenir un couple dysfonctionnel est toujours plus intéressant que de n'être plus du tout un couple. Et ce qui peut-être pu t'arriver. Mais alors, ce qui est rigolo, et enfin là tu m'as mis sur la voie d'une certaine chose, c'est que je me souviens de moments, et je m'en suis souvenu que à l'instant, où quand bien même elle avait des problèmes de libido, moi aussi, il y a des moments où d'un coup, ça revenait pour nous deux,
Et du coup, on couchait ensemble, enfin, on faisait l'amour même. Waouh. Waouh. Superbe. Ça m'est arrivé. Fait d'artifice. Et en fait, c'était ultra cool. Et c'est pas parce qu'on a réussi à le faire une fois que ça voulait dire que le lendemain, tout serait résolu. Et il y a ce côté, oui, en fait, tu peux juste avoir un bon timing, kiffer ta race, et par contre, le lendemain, tu seras dans la même galère. Mais c'est bien la preuve par A plus B que c'est quelque chose de passager, de fluctuant, et sur lequel on a très très peu d'emprise. Ouais. Je pense qu'on a de l'emprise. Tout ce qu'on dit sur pimenter la vie de couple, machin, ça peut effectivement mener à une solution. Au bout du bout, si c'est vraiment un trouble profond de la libido, t'auras beau prendre 15 kilos de muscles, être le mec le plus sexy de la Terre, ça ne changera rien. Ça ne changera rien, et parce que, en fait, le simple fait de vouloir changer la donne te ralentit. Parce que tout ce que j'ai évoqué, tu vas perdre en ego, tu vas perdre en sex appeal, en confiance en toi. Elle, de son côté, elle panique, elle culpabilise. Il y a 1000 trucs qui rentrent en jeu, qui font que le traiter comme une solution, enfin comme un problème qui mérite sa solution, n'est pas une solution. Ouais. Et je voudrais juste rebondir là-dessus, du coup, si t'es ok. Dans le sens où j'ai eu beaucoup de relations relativement longues. J'ai jamais dépassé les 2 ans et demi pour ma part, donc je ne sais pas ce que tu as vécu. Et quelque part, d'une certaine manière, j'admire parce que je trouve que ça apporte son lot de problèmes et de douceur aussi. Bon, il y a des choses que je n'ai pas vécues, que tu as vécues. Mais du reste, dans les relations relativement longues, en tout cas qui ont dépassé les 2 ans, j'ai jamais eu de baisse de libido. Et je le dis pas en mode waouh, trop la classe. Je dis juste que je pense, et peut-être que c'est malheureux de ma part, j'en sais rien, je pense que j'ai plus ou moins sélectionné les meufs avec qui j'étais par leur libido, dans le sens où j'ai une énorme libido. Et je suis très sexuel, j'ai besoin d'exprimer ça, et les meufs qui sont avec moi, il faut qu'elles suivent le rythme, et si elles le suivent pas, c'est pas grave, je vais jamais forcer personne, mais oui, évidemment il y a une frustration de ma part, et quelque part je me suis toujours débrouillé, je ne sais pas comment, peut-être parce que je suis tellement à l'aise avec le fait de faire l'amour et que ça soit un moment partagé et tout ça, que les filles qui n'avaient peut-être pas cette libido finissent par la partager après un moment. Ou peut-être parce que les filles de base avaient une libido qui a fait qu'on était compatibles dès le début et que je l'avais senti de manière inconsciente. J'en sais rien. Mais il n'y a jamais eu de baisse de libido dans mes relations de couple, et j'ai vécu 4 ou 5 relations de couple longues, quoi, qui ont eu au minimum 2 ans. Donc je ne sais pas ce que tu as vécu, et très honnêtement, je pense que je suis pas suffisamment mature aujourd'hui, pas suffisamment armé pour vivre la baisse de la libido en face de moi, et je ne sais pas le jour où ça arrivera, comment je ferai, et ce qui m'angoisse énormément, parce que je vais pas en rajeunissant, et le jour où en fait les relations que j'ai devront se poser, et que je devrais construire autre chose que juste du sexe, je ne sais pas comment je réagirai à peut-être, au-delà du sexe. Alors, je vais répondre à ta question, mais d'abord, ça fait 30 minutes qu'on n'a pas bu de shot. Un petit shot. Mec, il est 20h30, après faut qu'on s'en aille, hein. Ouais, mais je pense qu'on a bientôt fini. On avait rendez-vous à 20. On avait Est-ce rendez-vous. que tu t'épiles sous les bras ou t'as pas de poil? Non, j'ai pas de poil, mec. C'est incroyable. ouf. Franchement, c'est incroyable. Est-ce que c'est vraiment... Mec, est-ce que c'est vraiment... C'est le dernier. On est d'accord? Ouais. Est-ce que c'est pas le pire? C'est le meilleur. Le but de ce podcast, c'était d'être complètement sans filtre, et donc du coup d'être complètement désinhibé, et l'alcool aide beaucoup pour ça. Donc en fait, vous avez peut-être entendu que quelques coups de cornemuse, mais il est possible qu'il faut en rajouter 5. Est-ce que gentil, je suis subjonctif. Il est possible qu'il faille que vous en ajoutiez 5 ou 6. Et pour terminer sur ce sujet, on est en train de dire... Je voulais répondre à ta question sur comment se vit une perte de libido sur un couple relation longue. Il faut savoir que pour moi c'est une baisse de libido et non pas une extinction de libido. C'est-à-dire que en fait, en tout cas moi tel que je l'ai vécu, et jamais je pourrais parler à la place de mon ex en fait, mais de mon point de vue à moi, ce que j'avais c'était une baisse de libido au sens de c'est un brasier, mais c'est pas un brasier justement, c'est des braises, mais en fait si je me force entre guillemets, mais vraiment entre guillemets, parce que si je
je fais l'effort d'aller vers elle, de me motiver, ça va venir, ça va être naturel, ça va être cool en fait, je vais passer un bon moment. La baisse de libido, elle concerne presque plus le moment de l'initiation de l'acte sexuel que l'acte sexuel en lui-même, je trouve. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que là où, quand t'as une baisse de libido, là où t'as la flemme, c'est t'as la flemme de demander, t'as la flemme d'être sexy, t'as la flemme d'initier. T'as la flemme de te retrouver nu avec ta partenaire et de te demander mais comment je vais faire en fait. Une fois que c'est lancé, en fait, c'est souvent excitant de coucher avec quelqu'un. En règle générale. Ah bon ? Si vous ne connaissez pas ça, c'est changer de relation. Mais le plus dur, c'est de se lancer. En tout cas, moi, de ce que et vraiment, c'est à titre personnel. Il faut faire preuve de résilience. C'est pas parce que une fois t'as essayé d'être sexy pour ta meuf et ça a pas marché. T'as essayé d'initier un truc et tu t'es pris une grosse veste. C'est pas pour ça que les fois qui vont suivre vont pas marcher. Quand t'es en couple, enfin putain, parlez-en en fait. Les distinctions que tu fais d'un esprit à l'autre, ça peut être très surprenant et ça peut catégoriser une relation jusqu'à sa perte. C'est vrai, mais honnêtement, moi, on en a beaucoup parlé, en fait. Ouais, mais c'est ça qui m'étonne. En parler, ça ne résout pas le problème. Mais c'est pas ça, mais c'est genre que... Vous avez dit quoi quand vous en avez parlé ? Quand on en a parlé, moi, je lui ai dit, j'ai l'impression que quand j'initie des choses, je me prends que des vestes et ça m'encourage pas à initier des choses. Ok. Et elle m'a dit, bah continue. Parce que un jour ça marchera. Ouais, et c'est vrai que de temps en temps, ça, mais vraiment c'est con, mais une fois sur 10 ça marchait et c'était cool. Mais en comparaison avec la violence que ça fait subir à ton ego. Ouais, mais ça, tu l'as pas dit. C'est ça que je veux dire, c'est que t'as pas dit ça. T'as pas dit que les 9 fois qui restaient, c'était trop dur. T'as pas dit que tu te sentais pas désiré. T'as pas dit que c'était... T'avais un désir brûlant pour elle qui n'était pas respecté et que peut-être que c'était pas le mode le plus sain que de fonctionner ensemble. Mais mec, t'as en face de toi la meuf que à l'époque tu penses être la meuf de ta vie. Ouais, ce qui n'est jamais... T'es avec elle depuis 2, 3, 4, 5 ans. Mais c'est là. Mais oui, mais elle a plus envie de toi. Et t'as pas envie de prendre de risques en fait. C'est con, mais t'es... Mais pourquoi pas ? Mais parce que tu l'aimes. Ouais. Ouah, c'est beau. Mais... Et voilà, c'était un super épisode de... Non, mec, c'est juste... Si moi je l'aime, je préfère qu'elle m'abandonne tout de suite. Si en fait elle a idéalisé quelque chose qui n'était pas de moi. Et non, parce que moi j'étais dans un mood où pour elle, j'étais prêt à prendre sur moi. Et c'est très malsain. Mais j'étais prêt à prendre sur moi, mais jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais te flagelle pas, c'est pas ça que je veux dire. Non, mais c'est pas que je me flagelle. C'est que à l'époque je me flagellais. Et que... Mais oui, c'est malsain. Mais en fait, c'est con. Mais quand t'aimes une personne... Il y a un moment donné, tu peux endosser toute sa douleur. Non, mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, mec. J'ai aimé très fort, mais je ne peux pas endosser sa douleur de manière supérieure à la mienne. C'est pas possible. Parce qu'en fait, si personne vit ma vie, vit mes sensations, personne le fera à ma place. Et donc en fait, la seule responsabilité que j'ai dans ma vie, c'est de me faire respecter, dans le sens où au moins exprimer ce que je suis en train de ressentir. Et après, si elle n'est pas prête à l'accepter, ok, là il y a une rupture. Et là on est d'accord sur la rupture. Mais en vrai, je peux pas intégrer ce qu'elle est en train de vivre elle, parce que ça sera toujours déformé par mes propres filtres. Et ce que vous avez vécu, d'accord, t'as vraiment voulu tenir en compte ce qu'elle vivait, et c'est louable. Mais en fait, en faisant ça, tu t'es oublié et au final, ça t'a pas vraiment servi. Ah non, et j'ai jamais dit que ça m'avait servi. Je sais. Le simple fait d'aimer une personne à tel point que tu t'oublies toi-même, vraiment, enfin, moi, si elle avait pas mis fin à la relation, je l'aurais pas fait, je pense. Ou alors, peut-être après des années et des années de galère. Mais quand t'aimes une personne, quand tu t'aimes ce qu'elle représente et que en dehors de ta vie sexuelle, elle incarne quelque chose de fort à laquelle tu t'identifies, en fait, t'as juste pas le choix de prendre sur toi. Non, le choix. Et d'endosser les problèmes de ta partenaire parce que ce sont aussi les tiens, en fait. Le choix, je peux pas te laisser dire ça, dans le sens où t'as toujours le choix. Le choix est un choix. C'est super. Ouais, mindfuck. Mais en vrai, mec, tu viens de dire, je ne peux pas accepter que ce qu'elle représente puisse être comme ça, etc. Et tu viens de le dire, c'est une question de représentation. T'as choisi la représentation qui était préférable pour toi dans la configuration de couple que t'avais à ce moment-là. Et en fait, le moment où ça s'est brisé, c'est que la représentation tenait plus avec la réalité. Et quelque part, juste, t'as le choix entre la réalité et la représentation que tu veux appliquer à la réalité.
C'est très différent. Et dans ton cas, c'est ce qui a provoqué la rupture. Mais être amoureux, c'est jamais être dans la réalité. C'est vrai. Et c'est pour ça, enfin, moi, c'est là où je me suis fourvoyé. C'est Ouais. que, enfin, bien sûr, bien entendu qu'il y avait plein de choses qui allaient pas et que, objectivement, c'était une évidence que ça ne durait pas plus longtemps ou alors qu'on s'était rencontrés à la mauvaise période ou enfin, il y a 1000 raisons qui sont à prendre en compte. Mais subjectivement, quand t'es dans cette situation-là, tu n'as pas le choix que de la vivre à fond et d'endosser au maximum. Enfin, c'est elle au final qui a mis fin à la situation et je pense que je l'aurais jamais fait spontanément parce que quelque part, j'appréciais aussi ce rôle d'épaule sur laquelle s'appuyer et sur laquelle elle s'appuyait, d'éponge aussi des sentiments et de tout ce qui va pas. J'étais comme un roc en fait et c'est pour ça que c'est elle qui a mis fin à la relation et pas moi. C'est parce que moi, tout simplement, j'en avais pas envie, parce que l'image que je représentais dans cette relation, c'était quelque chose de fort et d'intense, auquel je m'identifiais et qui me faisait aussi du bien. Mais mec, juste, rends-toi compte, tu peux être un rock tout le long que tu veux, et si quelqu'un s'abat sur toi encore et encore, Ah non, mais c'est tu sûr. ne peux pas tenir. J'ai jamais dit que c'était ça. Je sais, mais juste, je te le dis que c'est... Ouais, non, mais c'est sûr. J'ai donné tout ce que j'avais, j'y suis allé à fond pendant 5 ans et demi, et c'était très intense, très cool, et j'ai aucun regret, parce qu'aujourd'hui, sans ça, je ne serais pas qui je suis. Mais heureusement que t'as aucun regret, et vraiment, c'est très heureux que tu dises ça. Il faut jamais avoir de regrets sur ce qu'on a vécu, parce que la résilience vient du fait d'adapter ce qu'on a vécu aux situations présentes et futures. Je me suis griffé le téton. Je me suis vraiment griffé le téton. Oh, ça arrive. Oui, ça arrive, mais après je saigne. Je voulais juste dire que cet épisode, il est pas fait de manière immature à vouloir genre « Oh, on a trop bu, on est des foufous ». Il est fait de telle sorte que la promesse de mise à mal, c'est que on est dans un apéro entre potes. Théo et moi, on est... Théo. Et j'ai oublié une syllabe de ton prénom, ce qui fait T. C'est con parce qu'il y en a que 2, c'est pas difficile. Ouais, c'était vraiment... C'est dire à quel point on a bu de shot. Théo et moi on est potes et que clairement ce qu'on a fait là c'est d'oublier les micros et de se parler et on aimerait que ce podcast soit là pour ça. On espère que ça vous apporte à vous aussi. Et si vous voulez vraiment être intelligent, écoutez les couilles sur la table mais pas nous. Allez, tiens. Attends. Est-ce qu'on s'embrasserait pas avec le cœur sur ce dernier shot? On s'embrasse avec le cœur, mais juste d'abord on arrête là, on est complètement parti hors sujet des C'est génial. J'adore. Merci d'avoir écouté cet épisode. On y était presque. Pour manifester votre soutien, on vous invite à nous suivre sur Instagram et sur Twitter. Ça compte beaucoup pour nous. De la même façon, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, notamment sur Spotify, iTunes et Deezer. Et sur iTunes, vous pouvez nous mettre 5 étoiles, ça nous aide à remonter et c'est vraiment un méga coup de pouce. Merci beaucoup, à la prochaine. Bisous.